Les amours, qu'elles soient belles ou moins belles, incitent les créateurs à parler de l'amour. Et elles peuvent être jaunes comme chez Tristan Corbière, mon cher Georges. Et Georges, je le dis pour Nicolas, qui est dans le studio pour la première fois et qui reviendra peut-être, Georges était le prince des poètes des lycées à son âge de 17 ans au plan national. Donc Georges enfourche aujourd'hui la chronique littéraire. Oui, donc ce soir je vous parle, comme tu l'as dit en brisant le suspense, de Tristan Corbière. Tristan Corbière qui est un auteur vraiment méconnu, je pense pas qu'il y ait grand monde dans le studio qui le connaisse, donc ça va être une occasion pour vous de le découvrir. Je connais. Ah. Moi je connais trop. Ah oui. J'ai tout lu de Tristan Corbière. C'est parce qu'il prend de la drogue que tu le connais, c'est vrai? C'est parce qu'il drogue probablement. Est-ce bien vrai? Non, deux noms seulement. Tu l'as entendu parler, c'est un breton. Oui, c'est ça. Donc je pense qu'au même titre que Rimbaud ou Apollinaire, il mériterait de figurer au panthéon des grands poètes. Or, on l'évoque presque jamais, l'histoire l'a oublié, donc je pense que je suis assez content de lui faire justice ce soir. De son vrai nom, donc Tristan Corbière, il s'appelait Édouard Joachim Corbière, il est né donc en juillet 1845 à Morlaix, dans le Finistère, voilà, donc un breton. Et pour la petite anecdote, son père avait 52 ans, alors que sa mère n'en avait que 19. Voilà. Ensuite, à 14 ans, il est envoyé en pension, et à cette époque, il commence à souffrir d'un rhumatisme articulaire qui va l'accompagner toute sa vie, et on va dire même lui gâcher la vie. Et en 1860, à 16 ans, à cause de ça, il est obligé d'aller vivre à Nantes, chez le frère de son père, qui est médecin. Et il entre au lycée ensuite, mais en 1862, donc il a que 18 ans, il est obligé d'arrêter ses études parce que son état de santé a encore empiré. Et donc à 1863, à 19 ans, il se retrouve sans études, sans emploi, un peu comme moi, et il commence une vie de marginal. Donc il voyage dans le sud de la France, il va lire ses classiques, Hugo, Baudelaire, Musset, et il choisit de s'installer à Roscoff, en Bretagne. Et c'est beau, Roscoff. Beau. Je connais pas. C'est très très beau. Je connais pas. À part Port-Navalo, moi j'ai. C'est en bordure sur la côte donc nord du Finistère Nord, en face de l'île de Bas, et Roscoff est une très jolie petite ville. Hélas, abîmée par les touristes en nombre trop grand, quoi. Moi j'imagine, si c'est joli, ça doit être. Et c'est beau. Donc on dit d'ailleurs que les habitants de Roscoff le surnommaient l'Ankou. Donc L'Ankou, qui veut dire en breton le spectre de la mort, à cause de sa maigreur et de son allure disloquée, puisqu'il marchait pas très droit, à cause de son rhumatisme. Et un de ses passe-temps favoris est de prendre la mer sur son bateau qui s'appelle Le Négrier. Il n'y a aucun racisme là-dedans, c'était simplement le titre du roman le plus connu qu'avait publié son père. Voilà. Ensuite, dès 1865, il a 21 ans, on lui prête là, dans ces années-là, une vie d'excentrique, d'original, un peu à la Oscar Wilde. Il se déguise donc dans le village en forçat, en mendiant, en femme. Un jour, on dit qu'il a décidé de se raser les sourcils comme ça, pas pour passer le temps. Et une des plus drôles anecdotes, à mon avis, c'est lors d'un voyage qu'il faisait à Rome, pendant un carnaval auquel assistait le pape. Il a promené un cochon déguisé en évêque, en laisse, devant lui. Voilà. C'était un rigolo. Peu après, il va rencontrer son premier... Un surréaliste avant l'heure. Voilà, alors j'allais y venir. Donc je disais juste après, il va rencontrer son premier et seul amour, c'est l'actrice parisienne Armida Josefina Cucciani. Oh, joli mot, hein. Une italienne. Joli nom, pardon. Oui, je crois, oui. Et qui va devenir sa muse, donc en 1873 à 28 ans, peut-être à cause justement de cette rencontre avec elle. Pas que à cause, puisqu'il écrivait de la poésie avant, mais ça va peut-être favoriser ça, sa créativité. Il publie à compte d'auteur son seul recueil, Les Amours jaunes, qui passe totalement inaperçu. Et peu de temps après, il meurt. Voilà, c'était court. En 1875 à Morlaix, sa ville d'enfance, alors qu'il a tout juste 30 ans. Et donc on le voit, il a une vie particulièrement brève, parce que mourir à 30 ans c'est toujours trop tôt. Triste. Surtout marqué par la solitude et finalement plutôt misérable, parce que il a jamais vraiment travaillé et c'est pas de son écriture qu'il pouvait vivre. Et surtout les traces que moi j'ai pu retrouver à propos de son histoire avec Armida Josefina Cucciani, ça montre que c'était un peu une passion sordide, puisque l'actrice était plus ou moins superficielle, assez distante et caractérielle, surtout une petite diva. Et le mener par le bout du nez, tu crois? Le bout du nez, je sais pas. Mais en tout cas, le mythe veut que
Son réel grand amour est toujours été plutôt la mer, l'océan. Voilà, il adorait ça. Et surtout, il a été totalement ignoré de son vivant. Le premier à lui rendre hommage, ça a été post-mortem, ça a été Verlaine, qui lui consacre un chapitre de son essai, donc Les poètes maudits. Et ensuite, plus tard, il y aura Joris Carl Huysmans, donc dans son roman À rebours, qui fait figurer les amours jaunes en bonne place dans la bibliothèque du héros. Voilà, alors rapidement sur sa poésie. Alors le premier mot moi qui m'est venu quand j'ai lu ce recueil et quand j'ai cherché pour le décrire, c'est que c'est extrêmement original comme poésie. Ça ressemble à rien d'autre, c'est très particulier. Que ce soit dans la forme, c'est pas ni classique ni ce qu'on appelle maintenant des vers libres, qui sont souvent finalement juste des phrases que les entre guillemets poètes mettent les unes au-dessus des autres pour dire je fais de la poésie. Et dans ses thèmes aussi, là c'est original, il va par exemple tourner en dérision ce mythe du poète maudit que ensuite Verlaine lui collera. Il parle de la campagne bretonne, voilà, de son idéal de l'amour qui est toujours insatisfait, et puis de légendes bretonnes. Et surtout il m'a intéressé parce qu'il a une poésie vraiment différente de la poésie que moi j'aime écrire. Par exemple dans la ponctuation il met énormément de tirets, de points d'exclamation, de points de suspension au milieu des vers, et il utilise beaucoup de rejets, donc les vers se répondent, sont courts et se répondent, et ça donne une poésie finalement assez hachée. Enfin, je vais pas parler de rap parce que ce serait impropre, mais c'est pas très musical parfois, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous lire un poème qui pour moi est représentatif, qui s'appelle Épitaphe. Et ça va vous donner une idée. Je vais essayer de le lire au mieux parce que tu vois la tête que ça a, Alain, c'est beaucoup de tirets, beaucoup de points de... Donc il parle d'une sorte d'homme original qu'il décrit et qui finalement est constamment défini par des contraires. Donc il dit « Il ne naquit par aucun bout, fut toujours poussé vent debout, et fut un arlequin ragoût, mélange adultère du tout. Du je ne sais quoi, mais ne sachant où, de l'or, mais pas avec le sou, des nerfs sans nerfs, vigueur sans force, de l'élan avec une entorse, de l'âme et pas de violon, de l'amour, mais pire étalon. Trop de noms pour avoir un nom. Coureur d'idéal sans idée, rime riche et jamais rimé, sans avoir été revenu, se retrouvant partout perdu. Poète en dépit de ses vers, artiste sans art, à l'envers, philosophe à tort à travers. Un drôle sérieux, pas drôle, acteur il ne sut pas son rôle, peintre il jouait de la musette et musicien de la palette. Une tête, mais pas de tête, trop fou pour savoir être bête, prenant pour un trait le mot trait. Ses vers faux furent ses seuls vrais. Oiseau rare et de pacotille, très mâle et quelquefois très fille, capable de tout, bon à rien, gâchant bien le mal, mal le bien. Prodigue comme était l'enfant du testament, sans testament. Brave et souvent par peur du plat, mettant ses deux pieds dans le plat. Coloriste enragé, mais blême, incompris, surtout de lui-même, il pleura, chanta juste, faux, et fut un défaut sans défaut. Ne fut quelqu'un ni quelque chose, son naturel était la pose. Pas poseur, posant pour l'unique, trop naïf, étant trop cynique, ne croyant à rien, croyant tout. Son goût était dans le dégoût. Trop cru, parce qu'il fut trop cuit, ressemblant à rien moins qu'à lui, il s'amusa de son ennui jusqu'à s'en réveiller la nuit. Flâneur au large, à la dérive, épave qui jamais n'arrive. Trop soi pour se pouvoir souffrir, l'esprit à sec et la tête ivre, fini mais ne sachant finir, il mourut en s'attendant vivre, et vécut s'attendant mourir. Si j'y, cœur sans cœur, mal planté, trop réussi, comme raté. C'est triste d'entendre quelqu'un parler de lui, finalement, il parle de lui. Oui, en fait, c'est ce qu'il distingue de... Moi, j'ai bien aimé Corbière parce que c'est ce qu'il distingue de Rimbaud. Rimbaud est souvent dans J'aime énormément Rimbaud, tu sais ce que j'en pense, mais souvent dans une sorte de sérieux quand il parle de... par exemple, dans une saison en enfer, de ces démons qu'il traverse, etc. Lui est dans une critique, une autocritique extrêmement forte. Voilà, et j'aime bien ça, il se prend pas du tout. Pardon, j'ai plus de salive du tout au sérieux. Et donc j'ai trouvé une citation de Jules Laforgue, donc un poète lui aussi du 19e, qui me semblait assez représentatif de ce qu'était Corbière et de ce qu'il voulait être. Et en lisant ça, moi ça m'a fait penser aussi pas mal au mouvement Dada, c'est-à-dire indéfinissable, insaisissable, il se définit comme tout et rien, noir et blanc, il est... Voilà. Donc Jules Laforgue disait « Bohème de l'océan, picaresque et falot,
cassant, concis, cinglant le verre à la cravache, strident comme le cri des mouettes, sans esthétisme, pas de la poésie et pas du vers, à peine de la littérature. Sensuel, il ne montre jamais la chair, voyou et byronien, toujours le mot net. Il n'est un autre artiste en vers plus dégagé que lui du langage poétique. Il a un métier sans intérêt plastique. L'intérêt, l'effet est dans le cinglé, la pointe sèche, le calembour, la fringance, le haché romantique. Il veut être indéfinissable, incatalogable, pas être aimé, pas être haï. Bref, déclassé de toutes les latitudes, de toutes les mœurs. Voilà.